Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La boîte est ouverte. Le Fab Lab de Cergy-Pontoise a ouvert ses portes la semaine dernière. Imprimante 3D, découpeuse laser. Ce lieu d'apprentissage et de production numérique de 400 mètres carrés est ouvert à tous. Visite guidée et explication dans un instant. On a tondu le mouton à Jouy-le-Moutier. Une fois par an, la trentaine de moutons de la ferme pédagogique d'Écancourt est tondue. Une occasion pour le grand public de découvrir ces métiers traditionnels autour de la laine. Reportage en fin de journal. C'est l'un des nouveaux fleurons de Cergy-Pontoise en matière numérique. La boîte vient d'ouvrir ses portes à quelques pas de la préfecture. Un Fab Lab où les créateurs de tous bords peuvent concrétiser leurs projets. Alexandre Porcu l'a visité pour vous. Nichée au pied de la préfecture de Cergy, c'est une étrange boîte qui vient d'ouvrir ses portes. Baptisée Lab Boîte, ce Fab Lab, ou laboratoire de conception, est dédié à la fabrication numérique. Il est ouvert à tous. La boîte s'adresse à trois mondes du coup, au monde académique, donc les étudiants, les enseignants, au monde économique, donc les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, des entrepreneurs qui ont un début d'idée mais qui veulent un lieu pour commencer à le développer, à le matérialiser, à le concrétiser. Ou alors des grandes entreprises qui soit veulent faire des sessions de team building ou de brainstorming. Lieu de partage et de conseil, la boîte offre 400 mètres carrés d'espace de travail collectif ou individuel. Il propose notamment de nombreux outils de conception, imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses, ordinateurs ou encore brodeuses textiles. À peine ouvert, le lieu a trouvé son public, comme ces étudiants en plein développement de leurs robots qu'ils présenteront lors de la prochaine Coupe de France de robotique. On a beaucoup d'outils qu'on n'a pas à disposition dans notre école. Donc ici, on peut venir et les utiliser, ce qui est vraiment très intéressant pour nous. Inauguré en grande pompe, le projet conjoint de la commune Paris-Seine, de l'agglomération de Cergy-Pontoise, du conseil départemental du Val d'Oise et de la région Île-de-France constitue la première pierre du futur campus international de Cergy-Pontoise. Ça préfigure bien ce que sera demain le campus international, donc une opportunité, puis aussi de l'ouverture, puisque le campus international va faire que l'université va s'ouvrir sur la ville et que la ville va s'ouvrir à l'université dans un contexte d'ouverture et d'innovation qui est tout à fait intéressant. La boîte est accessible gratuitement pendant 3 mois, en attendant de prendre son rythme de croisière. Accessible sur inscription, elle offrira bientôt de nouveaux services dédiés à ses membres. Politique, maintenant c'est dimanche que se déroulera le second tour de l'élection présidentielle qui opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 738 467 électeurs sont appelés dans les urnes dans le département. 800 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. La principale inconnue sera le chiffre de la participation. En 2012, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait été de 80,08%. Nous publierons sur notre site internet vonews.fr en fin de soirée et dimanche l'intégralité des résultats sur le département. Et puis tous les résultats et les réactions seront dans notre journal de mardi soir. Une trentaine de moutons ont fait peau neuve à la ferme d'Écancourt de Jouy-le-Moutier cette semaine. Une occasion pour les visiteurs de cette ferme pédagogique de redécouvrir des métiers traditionnels tels que la tonte et le filage de la laine. Regardez le reportage de Massicilia Aboudou et Justine Lopez. Une petite coupe avant l'été. C'est l'heure pour les moutons de la ferme d'Écancourt de passer sous la tondeuse de Bruno. En moins de 2 minutes, leur grosse toison d'hiver disparaît. Mais face à cette tondeuse, parfois les brebis s'agitent. Bruno n'hésite pas alors à s'imposer devant la bête. On maintient le mouton avec la main gauche, puis avec la main droite on tombe, mais avec le pied gauche, je le soulève un peu pour lui montrer que je suis présent, puis avec le pied droit pareil. Et puis on maintient le mouton au maximum, parce que c'est très très puissant, c'est que du muscle, ce n'est pas comme nous les humains. Le but de cette tonte, le bien-être et l'hygiène de l'animal. Les bêtes sont plus propres, plus légères et plus dynamiques. La tonte stimule l'appétit des brebis et des agneaux. Quand c'est des agneaux gris, on appelle ça des agneaux gris, ils excèdent 5 mois, on les tond automatiquement. Ils vont prendre en viande 4 kilos. Petits et grands sont venus assister à ce spectacle. Des animateurs sont présents pour expliquer la manière de tondre. Les visiteurs sont impressionnés par le travail de Bruno. Les oies, ils ont bien aimé, mais là, mon petit-fils est très scotché par la tonte des moutons. On vient les voir à la ferme, mais sans savoir tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est impressionnant de voir la manutention
dimension que ça demande, la quantité de laine qui s'enlève, puis le travail qu'il y a derrière avec la fileuse, le travail dans la deuxième salle. Une fois tondue, la laine continue son voyage. Elle passe entre les mains d'une fileuse qui vient la traiter et la tricoter pour la revendre. Mais ici, à la ferme des Cancours, elle a un tout autre usage. Elle protège du froid poivrons, courgettes et tomates plantées dans cette serre. Depuis quelques années, en fait, on utilise la laine pour se servir en quelque sorte de paillage. Donc on met ça sur la terre. Ça permet d'une part d'éviter, si des plantes craignent le gel, eh bien ça évite le gel. Ou à l'inverse, si des plantes ont besoin de suffisamment d'humidité, ça maintient l'humidité. Les moutons de la ferme des Cancours ne sont tondus qu'une fois par an. Pour y assister, il vous faudra patienter jusqu'au prochain printemps. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La boîte est ouverte. Le Fab Lab de Cergy-Pontoise a ouvert ses portes la semaine dernière. Imprimante 3D, découpeuse laser. Ce lieu d'apprentissage et de production numérique de 400 mètres carrés est ouvert à tous. Et la boîte, c'est son nom, est accessible gratuitement pendant 3 mois. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Toute l'info continue sur notre site internet veonews.fr. À très bientôt. Elle coud, Cécile, et plutôt bien. Des capes, des chemises, des robes. Elle a créé sa propre collection, les Loups Bleus. Des vêtements qui s'adressent à des enfants extraordinaires, comme les appelle Cécile. Des enfants handicapés moteurs, à mobilité réduite. Spécialement étudiés, ces vêtements sont faits pour faciliter l'habillage et l'autonomie de ces enfants. Si l'enfant porte un corset ou un harnais, les ouvertures qui sont ici vont permettre de passer ce harnais sans mobiliser l'enfant, sans qu'il soit complètement enfermé dans son vêtement. L'encolure va être beaucoup plus large pour ne pas avoir à mobiliser la tête, donc on va le passer avec beaucoup plus de facilité. L'ouverture est aimantée, voilà, donc avec 2 doigts, on ferme très facilement le vêtement. Et sur le devant, l'ouverture est beaucoup plus large, donc le parent peut aller chercher le bras de l'enfant qui est coincé, prendre le bras, le tirer, et ensuite on le referme. L'enfant peut aussi peut-être participer. Dans ce cas, il a la possibilité de le faire. L'histoire des Loups Bleus commence avec Camille, l'un des 4 enfants de Cécile. Né prématuré, Camille est handicapé moteur. Pour l'habiller, Cécile va chercher des vêtements adaptés, mais elle ne va rien trouver. Il y en a pour les adultes, mais rien pour les enfants. Puisqu'ils n'existent pas, Cécile va les créer pour sa fille. Celle qui ne savait pas coudre un bouton va apprendre pendant 3 ans à faire des vêtements, de la conception à la réalisation. C'est le début de l'aventure des Loups Bleus. Je choisis mes tissus, je dessine un modèle en fonction de ces enfants que moi je vois comme étant comme tous les autres enfants. Mais c'est quand même des enfants extraordinaires parce qu'ils ont une énergie qui est incroyable. Et la couleur va refléter cette énergie. Voilà, on ne va pas les mettre dans des vêtements tout tristounets alors qu'ils ont une énergie et une force incroyable. Il faut vraiment le respecter, ça. C'est important. Moi, quand j'ai fait ça pour Camille, elle avait tout le temps les pieds froids et je ne peux pas lui mettre des bottes en 3 tailles au-dessus. Donc j'ai cherché et puis voilà, quoi. Donc une botte toute simple, je lui mets. Elle va se balader, elle revient, elle a les pieds chauds. Mais c'était la première fois. C'était la première fois. J'ai envie et je fais à chaque fois, chaque vêtement, avec l'idée qu'il sera porté par un enfant et que ça va lui apporter du bonheur. Aujourd'hui, certains des vêtements de Cécile sont pris en charge par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. En fonction des cas, la MDPH rembourse une partie ou la totalité du vêtement, comme pour cette chemise aimantée. L'enfant qui a une motricité réduite ou très restreinte va pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, de s'habiller. Voilà. Là, on a un vêtement qui va faciliter la vie de l'enfant, qui va renforcer son image positive et qui va aider les parents, qui va aider les soignants en évitant un tas de manipulations
qui sont contraignantes et pour l'enfant et pour le soignant. Donc c'est très important. Cécile vend ses vêtements sur son site internet, mais cherche maintenant des diffuseurs et des partenaires financiers pour se développer. Malgré la difficulté de l'entreprise, Cécile Pouleur ne baissera pas les bras pour sa fille et tous les autres enfants. Situé sur la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, le château de La Roche-Guyon domine la vallée de la Seine et veille sur le royaume de France depuis plus de 1000 ans. Suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi de France, un premier château troglodyte est construit pour protéger l'Île-de-France et l'accès à Paris. Pour compléter le système de défense et renforcer la frontière, un immense donjon est construit à la fin du XIIe siècle. Pour le relier au château, on creuse dans la falaise de craie un escalier monumental de plus de 200 marches. Il est très difficile à monter parce que les marches sont taillées dans la craie, donc elles sont évidemment glissantes en cas d'intempérie, le bord est irrégulier et elles sont de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes de toute façon, mais certaines encore plus hautes que d'autres. Cet escalier tourne au cœur de la falaise, on l'appelait parfois d'ailleurs le serpent. Il est donc extrêmement protecteur. Pour accéder à ce donjon construit vers 1180, il faisait au départ 36 mètres. Donc il manque 2 niveaux plus une échauguette qui était à l'intérieur de la tour Crénelé, enfin du haut Crénelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la Révolution française, on ne voulait plus de nobles, on ne voulait plus de pouvoir dominant, etc. Donc on voyait, à juste titre d'ailleurs, dans le donjon un symbole de la puissance du Seigneur. Donc on a commencé à démolir les donjons un peu partout, dont celui de La Roche-Guyon. On faisait tomber les pierres dans les fossés, qui étaient d'ailleurs ramassées par les gens du village. Donc il y a quelques pierres du donjon dans les maisons les plus anciennes de La Roche-Guyon. Et puis on s'est arrêté en chemin, parce qu'on avait un peu autre chose à faire et puis qu'il était très solide. C'est pour ça qu'il nous en reste encore un bon morceau pour contempler le paysage. Avant qu'on ne détruise son donjon, le château va subir de nombreuses transformations. Au XIIIe siècle, le château troglodyte laisse la place à d'imposantes fortifications médiévales. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec le duc Alexandre de La Rochefoucauld, que le château prend sa forme actuelle. En 1944, la guerre rattrape le château. Commandant en chef des forces de l'Atlantique, le maréchal Rommel s'y installe. Les Allemands occupent La Roche-Guyon et comme des siècles plus tôt, on creuse dans la falaise des cavités pour y stocker des munitions. On a eu ici la présence du fameux maréchal Erwin von Rommel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le fameux renard du désert. Et Rommel avait choisi La Roche-Guyon puisque c'était l'idéal, c'était juste à côté de la Normandie, et c'était pas très loin de Paris, c'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, donc voilà, c'était pas très loin de la Haute-Commandante Tour, et c'était finalement un bon compromis. Et puis en plus, avec la falaise ici, on peut installer des postes de DCA évidemment pour tirer sur les Alliés. Aujourd'hui comme hier, le château de La Roche-Guyon reste un lieu vivant. En mêlant culture, idées nouvelles et histoire, il renoue avec cette utopie héritée du siècle des Lumières et de la duchesse d'Anville, l'idée que le savoir et la raison rendent les hommes plus libres et heureux.